Honorable Mout, vous ne pouvez pas me condamner, moi Bignam, m'arrêter d'abord arbitrairement, en violation de toutes les lois de la République, jusqu'au code de procédure pénale. Vous m'arrêtez sans mandat d'arrêt, sans mandat d'amener, sans mandat de perquisition. Et vous me condamnez arbitrairement dans un procès kafkaïen de 7 ans. 7 ans d'emprisonnement ferme. Vous me privez de ma famille, de mes activités. Vous me faites perdre mon boulot et tout. Vous laissez mes enfants presque orphelins. Et quelques temps après, vous venez dire que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas tous des frères au Cameroun. Je vous le dis clairement. C'est parce que vous êtes à l'aise et que parce que vous gouvernez le Camerounais avec la main de fer, vous pouvez estimer que nous sommes tous des frères. Non, pas dans ces conditions. Mon frère ne peut pas me condamner pendant 7 ans. Disperser, détruire ma famille, détruire ma vie et venir après dire que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des frères. Ça, c'était une précision. Maintenant, je reviens sur la sortie du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je répète, cette sortie n'aura aucun effet tant que le Conseil supérieur de la magistrature ne se tient pas. Les magistrats au Cameroun, que ce soit ceux qui sont debout ou assis, ils sont tous aux ordres. La justice camerounaise est un instrument aux mains du pouvoir en place. Comment vous pouvez me dire que dans un pays où doit exister des séparations de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et la justice, on est encore en train de vivre des situations où il y a 2 jours, tout un gouvernement s'est réuni avec l'Assemblée nationale pour baptiser l'édifice qui abrite la nouvelle Assemblée nationale du Cameroun, de Palais de Verre Paul Biya. Vous imaginez ça? C'est une aberration. Sur 2, je vais donner 2 raisons pour lesquelles cette histoire est une aberration. La première raison, c'est que c'est un don, ce bâtiment est un don de la Chine. Et le président Paul Biya ne peut pas vouloir tirer les ficelles du jeu, les lauriers, sur un don qu'un pays ami nous a fait. C'est lui qui anime la coopération. Pour vouloir devenir la vedette de ce don-là. C'est un don. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, dans aucun pays sérieux dans le monde entier et qui aspire à la démocratie, on a baptisé l'Assemblée nationale au nom d'un chef de l'État. En France, on parle du palais Bourbon. Aux États-Unis, on parle du Capitole. En Israël, on parle de la Knesset. En Russie, on parle de la Douma. Et non de palais Vladimir Poutine. Même en Allemagne, sous Hitler qui a tout construit, on parle de la Bundestag et non palais Hitler. Vous imaginez ça? Vous aurez osé. Donc comment est-ce que vous voulez que les parlementaires qui seront assis demain dans cet édifice en train de vouloir légiférer, en train de vouloir, dont l'objectif est de questionner l'action gouvernementale, fassent leur travail pleinement et en toute bonne conscience? Ils ne pourront pas. L'exécutif, le gouvernement camerounais sous Paul Biya a inféodé tous les autres corps sociaux et la justice n'en fait pas exception. C'est cela qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, en l'état actuel de la situation, en principe, le Cameroun a de très bonnes lois et une très bonne constitution. Cependant, dans la pratique, nous sommes très éloignés de la promotion d'un état de droit. Quel est le classement que le Cameroun occupe aujourd'hui par rapport à l'état de droit? Le dernier classement de 2024, non, c'est celui de 2023 qui est encore disponible, était sorti par l'organisation World Programme Justice. Le Cameroun occupait quel rang? Avant-dernier, sur les 142 pays qui ont été recensés en matière d'indice d'état de droit, le Cameroun occupe la position d'avant-dernier. C'est ça qui est la vérité. Donc nous sommes très mal notés en matière de justice dans le monde entier par les organisations internationales. Tout à l'heure, Edmond Kamga parlait de Transparency International. Il y a plein d'organisations qui notent très mal le Cameroun dans la violation flagrante des droits de l'homme au quotidien. Au quotidien. On a des situations dans notre pays où on demande à un avocat de se déchausser pour entrer dans un commissariat ou bien dans une gendarmerie.
sans compter les arrestations arbitraires qu'ils subissent au quotidien. L'affaire Maître Tamfou, c'est à quel niveau aujourd'hui? Parlons-en. L'affaire Tamfou qui a été molestée par des gendarmes au vu au su de tous en Mondovision. Cette affaire est aujourd'hui. On a mené cette affaire au tribunal militaire. Elle aboutit à quoi? À rien. Donc arrêtons le cirque. La justice camerounaise sous le régime Paul Biya est aux ordres du pouvoir en place. Docteur Aristide Mono, le recadrage du ministre de la Justice va-t-il changer la perception des Camerounais, la perception négative que les Camerounais ont de leur justice? Peut-être les naïfs, ou alors ceux qui sont endiablés par la mauvaise foi. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, les situations antérieures, des circulaires de ce type qui ont souvent été mises en circulation n'ont jamais produit en termes de résultats positifs. Je crois qu'aujourd'hui, pour nous autres qui sommes des sceptiques fondamentaux, nous pensons tout simplement que nous devons passer à autre chose et faire comme si le ministre de la Justice n'a rien dit, si on veut protéger nos organes. Avec votre permission, l'honorable Samuel Mouta dit quelque chose là qui, ma foi, n'est pas du tout exact. Il a parlé de la soumission à la loi qu'on s'est prescrite. Je crois que le problème ne se situe pas au niveau de la soumission, mais la production de cette loi. Est-ce que les lois actuelles découlent de la volonté générale? Oui. Qui produit la volonté générale de la loi? Ce sont les députés. Oui. Est-ce que les députés sont légitimes? C'est Ah. ça le problème. Parce que si... C'est une nouveauté, ça. Non, voilà. Parce que si on... J'ai été élu. Alors, si on a des individus qui sont passés par des voies obscures pour acheter des investitures, c'est clair. Si on a des individus qui ont fait usage de la violence physique, légitime et illégitime, pour mettre en difficulté leurs adversaires dans leur bastion, je crois qu'à ce moment, ils ne sont plus légitimes. Si on se retrouve dans une situation où les taux d'abstention dans une région sont de 5%, sont de 15%, des élus de cette région ne sont pas légitimes. Donc, pour vous faire savoir que nous sommes tout à fait d'accord qu'une fois que la loi a été érigée par la volonté générale, elle devrait être respectée. Mais il faut interroger les laboratoires qui produisent ce qui doivent incarner la volonté générale. Et en plus de cela, il ne suffit pas de se soumettre à la loi comme un âne ou comme un chameau. On se soumet à une loi de manière rationnelle. Ça veut dire tout simplement que vous n'allez pas amener tout le monde à se soumettre à l'arbitraire au nom du sacro-saint principe de la soumission, elle n'est pas arbitraire, la loi. De la soumission à la loi. Je crois qu'aujourd'hui, si on prend, pas parce qu'elle ne vous par exemple, je vais vous prendre un cas simple, celui que moi j'ai suivi, c'est celui d'un activiste de Ngaoundéré, Joe Bayrou. Un beau matin, pas un beau matin, une soirée comme ça, Joe Bayrou sort de la mosquée, il est approché par un soi-disant ami qui est connu pour ses actes pas du tout catholiques dans la capitale régionale de la Damawa. Il est pris par 3 individus. Je vais taire le nom de ces 3 individus. On porte Djoubaïrou. La nuit, la famille de Djoubaïrou alertée fait le tour de tous les services de sécurité de Ngaoundéré. Personne n'a vu Djoubaïrou. Personne ne reconnaît avoir vu un monsieur qu'on appelle Djoubaïrou. Et après, des semaines après, du 24 de décembre au 16 janvier, où j'étais avec la famille de Djoubaïrou au CED, au service des renseignements généraux, Djoubaïrou est introuvable. Mais le 18 janvier, Djoubaïrou est déféré des services des renseignements généraux, donc de la DGRE, vers le CED.
Et vous savez ce que le responsable de la DGRE avait dit à la famille ce jour? Un responsable de la DGRE, il avait dit, bon, il faut aussi explorer la piste des enlèvements dans la Damawa. Pourtant, Djoubaïrou était dans leurs locaux. C'est terrible ça. Et Djoubaïrou est resté comme ça. Il a fallu qu'on lance l'alerte jusqu'à monter un plan pour dire qu'au niveau de la communication, on va annoncer que Djoubaïrou aurait été exécuté. C'est à ce moment que le système, ceux qui étaient derrière son enlèvement, ont donc utilisé 2 médias, dont une radio qui a pignon sur rue ici à Douala, pour donc commencer à faire des corrélations entre les sorties de Djoubaïrou et les soi-disant tentatives de destruction des bureaux et les camps dans la région de la Damawa. Et vous voyez que malgré cela, Djoubaïrou est resté au CED. Je crois que c'est quand je suis rentré de la Damawa, de l'expédition de la Damawa, c'était là en février, le soir où je passe au tribunal militaire, la même soirée, Djoubaïrou est donc déféré finalement à Kondengui. Est-ce qu'à ce moment précis, on doit tout simplement dire Amen, saluer la justice camerounaise au nom de ce... Mais là, c'est pas la justice, là. Ça, c'est pas la justice. Ah, c'est quoi finalement? Non. Il y a une procédure qui a été intentée par une action. Après maintenant, qui sera face à la justice. Commence à intervenir non, à quel moment? C'est une procédure. Ah non, je demande. C'est une procédure. Je demande, la justice commence à intervenir à quel moment? À partir de l'arrestation. Non, mais honorable. Donc, juste pour vous faire savoir que... Parce que la personne qui l'arrête, elle-même, elle-même peut avoir les foudres de la justice en disant que l'arrestation a été arbitraire. Jusqu'à ce jour-ci, personne n'arrive à dire sur quelle loi se sont focalisés ceux qui ont arrêté, ceux qui ont arrêté Djoubaïrou. Jamais. Et ce sont des individus privés qui ont arrêté Djoubaïrou. Je dis bien des individus privés qui ont arrêté Djoubaïrou. Alors comment le CED a pu accueillir un élément qui lui a été proposé par des individus qui étaient méconnus du système de sécurité de Ngaoundéré? Donc, je crois que... Laissons donc voir ce que la justice dira à ce moment-là. Je vous en prie, honorable. Parfois, je crois que on doit être au-delà de nos petits privilèges politiciens. On doit transcender parfois nos filiations partisanes et mettre l'humain en avant. Et je crois que c'est ce que nous prêchons. Nous disons que aujourd'hui c'est Djoubaïrou. Parce que ceux qui ont mis Djoubaïrou dans cette situation sont des dominants. Ça veut dire ceux qui ont été étiquetés dans l'affaire des cartes nationales d'identité dans la Damawa. Ils ont envoyé Djoubaïrou là-bas parce qu'ils sont des dominants. Et vous savez, la dynamique de l'État, si vous avez déjà lu quelques récits sur la dynamique de l'État est évolutive. Et la dynamique en elle-même, elle n'est pas statique. Demain, vous serez dans l'opposition. Je m'amusais hier à dire qu'aujourd'hui, il y a ceux qui disent les hiboux. Les hiboux, ça veut dire ceux qui sont contre l'exécutif de Tchinga. Demain ou après-demain, les hiboux deviendront les églisiens. Parce qu'en fait, si Ethiopie part, eux aussi vont se retrouver dans une situation de hibou. Et ceux qui vont arriver vont se retrouver dans une situation d'églisiens. Donc ce n'est pas une situation statique. Demain, et c'est ce qui et cela est irréversible. Vous serez dans l'opposition, M. Samuel Mout. Vous serez dans l'opposition. Peut-être vous êtes surpris. J'espère qu'on me donnera l'occasion de répondre. Oui, vous serez opposant. À cette interpellation. Et soyez-en sûrs, il y a de fortes chances que certains n'aient pas la mémoire courte ou la mémoire de moineau. Et se souvenir que ce serait une menace. Samuel Mout était... Ce serait une menace. Non, du tout, non, c'est une analyse. Mais je la prends comme telle. Non, ce n'est pas une menace sur C'est logique naturelle. Quand vous envoyez, par exemple... Je vous répondrai. Lorsque c'était envoyé Djoubaïrou en prison, de manière arbitraire, moi j'ai rencontré la femme de Djoubaïrou. Rien que les prières et les pleurs. La maman de Djoubaïrou, prière, pleure. Vous pensez qu'un beau jour comme ça, là, ils vont aplanir toutes ces injustices et commencer à vous filer des bisous en direct? Non, ça sera difficile. Edmond Kambia, un mot pour sortir de cette thématique. Oui, je voudrais dire que nous sommes un pays qui se proclame État de droit. Malheureusement, un des éléments importants de l'État de droit, qu'est
une justice qui dit le droit ne fonctionne pas bien. C'est un gros dysfonctionnement. Avec les arrestations arbitraires qui se poursuivent, avec l'affaire Djobarou et bien d'autres dans ce pays. Je voudrais simplement dire que au jour d'aujourd'hui, il est important que le gouvernement se réveille. Pas à travers l'image que nous avons vue ces dernières heures, c'est-à-dire l'inauguration d'un palais de verre qui porte le nom du président de la République. Au-delà de ce qui a été dit, que je approuve d'ailleurs sur cette question, c'est que cela met à mal la séparation de pouvoir dans la République. Quand il y a séparation de pouvoir dans la République, c'est que le pouvoir exécutif est distinct du pouvoir législatif, qui est distinct du pouvoir judiciaire. Ce qui a été fait renforce l'idée selon laquelle il n'y a pas séparation de pouvoir au Cameroun, on n'est plus dans la République, on approche la monarchie. Je m'arrête là par rapport à ce point précis. Je vais terminer tout simplement en disant que, en dehors du Conseil supérieur de la magistrature, qui ne s'est pas tenu depuis le 10 août 2020, il y a également le Conseil ministériel, qui ne s'est pas tenu depuis 6 ans, depuis le 16 janvier 2019. Et l'un des points importants, résolution de ce Conseil ministériel, je m'en souviens, où il y avait eu une communication spéciale du président de la République. Il y avait entre autres choses qui avaient été dit ou fait, ou envisagé parmi les résolutions. C'était, je cite, renforcer la solidarité et la coordination gouvernementale. Entre le 16 janvier 2019 et ce jour, avez-vous l'impression que la solidarité gouvernementale ou alors la coordination gouvernementale et la solidarité gouvernementale ont été renforcées? La réponse est non. Ça va dans tous les sens. La cacophonie. C'est la cacophonie gouvernementale. À la limite, on ne sait plus si, au Cameroun, le chef de gouvernement, le premier ministre chef de gouvernement, est véritablement le premier ministre chef de gouvernement. Parce qu'il y a 2 pôles de pouvoir au Cameroun. La Constitution, initialement, indique qu'au niveau de l'exécutif, il y a le président de la République et le Premier ministre. Il nomme le Premier ministre et les autres ministres, après avis du Premier ministre. Ça, c'est sur la forme, théoriquement. Mais les 2 pôles de pouvoir, je ne parle pas du président de la République et du Premier ministre. J'ai dit qu'il y a 2 pôles de pouvoir réels au Cameroun. C'est que il y a d'un côté, théoriquement, le président de la République. Et il y a le premier ministre chef du gouvernement, mais il y a un autre pôle de pouvoir à l'intérieur de la présidence de la République, qui est réel. C'est le secrétariat général à la présidence de la République. Et il y a plusieurs dossiers aujourd'hui où ce secrétariat a joué un rôle, où le président a attribué un rôle majeur et important, parmi lesquels des dossiers. La task force sur le Covid-19, la task force pour organiser la CAN. Et lors de ces différentes task forces, nous nous sommes rendus compte, quand je dis nous les Camerounais, on s'est rendu compte que le premier ministre chef du gouvernement n'a plus existé lorsqu'il a fallu gérer le dossier Covid, lorsqu'il a fallu gérer les CAN. Aujourd'hui, j'ai du mal à croire que nous avons encore un premier ministre chef du gouvernement. La dernière fois que je l'aperçois, lors d'un événement, c'était avec l'inauguration de ce palais, de ce dôme chinois qui n'aurait jamais dû porter le nom du président de la République. Parce que, est-ce que vous savez que ce n'est pas seulement les Camerounais, les Africains qui suivent cette émission, c'est la communauté internationale, c'est les pays amis, c'est les diplomates, c'est le monde entier, nous sommes sur satellite. Quand ils voient, ils écoutent, voient les images et un tel baptême sur une institution parlementaire, on aurait pu encore, j'ai dit, on aurait pu accepter l'idée selon laquelle on baptisa cette institution. Mais alors, du nom peut-être, j'ai dit du nom peut-être, d'un des premiers ou l'un des présidents qui aura joué un rôle majeur
au niveau de l'Assemblée générale dans l'histoire du parlementarisme camerounais. Et Dieu seul sait qu'il existe plusieurs présidents de l'Assemblée nationale depuis que cette institution existe. Pour qu'il n'y ait pas ce mélange entre le judiciaire, le parlementaire et l'exécutif. Je dis, on aurait encore pu comprendre. Mais là, c'est incompréhensible. Et c'est incroyable. Je peux tout simplement dire que la justice n'existe pas au Cameroun. Eu égard à ce que mes camarades politiques, mes amis politiques ont connu, avec des centaines d'arrestations arbitraires, tout simplement à cause d'une marche ou des marches pacifiques que nous avons initiées sur l'ensemble du territoire national pour dénoncer le système électoral actuel qui est biaisé, qui est taillé sur mesure pour maintenir Paul Biya le plus longtemps possible au pouvoir, également pour dénoncer les exactions de la crise anglophone et demander à ce que cette crise arrive à terme et que les belligérants obéissent aux ordres, aux appels de cessez-le-feu qui fusaient de partout. Donc c'est à cause de cela que mes amis politiques ont été incarcérés. Alors, quand vous parlez de la justice au Cameroun, on a le droit de se poser un certain nombre de questions. La justice camerounaise, est-ce qu'elle est vraiment indépendante comme institution? Parce que nous connaissons le principe de séparation de pouvoir qui devrait exister en République entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais en l'état actuel de la situation au Cameroun, est-ce que c'est le cas? Je pense que ce n'est pas le cas. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce qui saute aux yeux de tout le monde, c'est que la justice camerounaise est du côté des plus forts. Allez dans les prisons du Cameroun, vous allez voir des cas qui sont légion, des personnes qui sont détenues depuis des années, il y en a même depuis des dizaines d'années, sans être jugées. Sans être jugées. À cause de la lourdeur administrative, un manque d'informatisation du fichier des justiciables, ainsi de suite. Et de l'autre côté, il y a la corruption. La corruption. Et cette corruption est promue même par l'État. Comment vous pouvez admettre que dans un pays où on est en train de promouvoir l'État de droit, on admette des juridictions d'exception, comme par exemple le tribunal criminel spécial? À quoi sert le tribunal criminel spécial? Je crois que ce tribunal, au préalable, avait deux missions. La première mission consistait à faire des recouvrements. Des recouvrements et puis condamner ceux qui faisaient des malversations financières, des détournements des deniers publics au plus haut niveau de l'État. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est tout le contraire. Tous ceux qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés sous la bannière, on peut qualifier leurs arrestations de règlement de compte de l'exécutif, donc entre différents membres de l'exécutif. Parce qu'au fond, après leurs arrestations, aucun centime n'a été collecté ou recouvré par l'État du Cameroun. Deuxième chose qu'on constate, c'est que les procédures d'arrestation et tout cela sont bafouées. On dirait qu'on est en face à des procès kafkaïens. Je prends le cas du procès de Marafa, Amidou Yaya. Ce sont des procès kafkaïens autant pour moi. Je prends le cas également de l'ancien directeur général de la CIATV, qui n'a jamais connu, Vamoulke, qui n'a jamais connu d'issue favorable. Ils sont détenus dans des conditions exécrables. Il y en a qui sont malades, et il y en a qui sont sur le point de perdre la vue, ainsi de suite. Donc, c'est une justice qui est aux ordres, qui n'est pas au service du peuple camerounais. Lorsque cette justice doit servir pour frapper les plus pauvres, par exemple les pauvres militants, qui n'ont que manifesté, c'est-à-dire qu'ils ont posé des actes républicains, qui sont reconnus par la loi, selon la loi de 1990 sur les libertés d'expression et de manifestation. On les arrête. Des gens qui auraient pu avoir des peines de 6 mois, selon la loi de notre pays, ils se retrouvent en train de prendre des peines jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Je parle de mes camarades Bibou Nissak, Alain Fogué, Pascal Zamboué et tous les autres. Les gens comme Salomon Béa ont pris 5 ans pour rien. Pour rien. Donc, dans une telle situation, on ne peut pas dire qu'il existe la justice au Cameroun. Alors, depuis quand la dernière... Une minute, Julien Bett. Depuis quand le dernier Conseil supérieur de magistrature s'est tenu? N'oublions pas que tout ce que le ministre de la Justice est en train de faire là, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. C'est lors du Conseil supérieur de la magistrature qu'on traite les dossiers des magistrats de siège pour voir ceux qui
qui bénéficient des avancements, donc de la promotion, et voir ceux qui sont censés être sanctionnés, c'est-à-dire que ceux qui doivent être, je vais dire, qui doivent recevoir des sanctions disciplinaires par rapport aux actes qu'ils ont posés. Mais à quand date la dernière tenue du Conseil supérieur de la magistrature? Ça date de 2020. 2020, vous comprenez? Et 5 ans plus tard, rien n'est fait. Donc, les magistrats, tout ce que le ministre ça c'est mon point de vue, tout ce que le ministre de garde des Sceaux est en train de faire actuellement, les actes qu'il pose sont louables. Mais est-ce que ces actes auront un effet escompté? Je pense que non. Parce que ces gens n'écoutent que ce que le chef de l'État, le président Paul Biya, prend comme décision sur eux. Ils n'ont aucun pouvoir ni de faire avancer un magistrat, ni de faire reculer, ni de sanctionner un magistrat. Donc c'est un coup d'épée qui est frappé dans la mer, tout simplement. Pierre-Marie Bignan, vous disiez tout à l'heure que la justice est aux ordres et le 15 mai prochain, une trentaine de vos militants seront fixés sur leur corps à la Cour suprême. Est-ce que vous faites confiance à la justice? Nous ne faisons pas confiance à la justice camerounaise sous Paul Biya. Non, non et non. Une justice qui nous a arrêtés comme des rats. Nous étions des milliers, parce que les arrestations du 22 septembre 2020 font état de plus de 900 personnes qui ont été militants du MRC, sympathisants, qui ont été arrêtés sur l'ensemble du territoire national. Et parmi eux, il y a des gens qui n'étaient même pas des sympathisants du MRC. Il y a des dames qui ont été condamnées parce qu'elles sortaient du marché avec des sacs banjo et leurs provisions dans leur sac. Vous imaginez ça? Elles ont été arrêtées et écrouées, tout simplement parce que ce jour, l'État du Cameroun, le gouvernement, dans un élan de répression, ne voulait voir personne dehors. Donc, je pense que la justice camerounaise est aux ordres. Nous ne faisons pas confiance à la justice camerounaise en l'état actuel de la situation. Elle ne montre pas, c'est-à-dire que, comment vous pouvez me dire qu'une justice qui juge les civils dans des tribunaux militaires, en violation flagrante de la loi, non seulement du Cameroun, mais de toutes les lois internationales dont le Cameroun a ratifié. On juge les civils dans les tribunaux militaires et on les condamne à des peines vraiment qui donnent la sueur froide. On ne peut pas accepter un état pareil. L'État, normalement, à travers la justice, devrait promouvoir, c'est-à-dire que la paix sociale, la cohésion sociale, la sécurité même. Les citoyens dans une république, normalement, devraient se sentir à l'aise face à la justice. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun, malheureusement. Alors, docteur Aristide Mono, au regard de l'indignation qu'avait soulevé le verdict du tribunal de grande instance du Wouri dans l'affaire du meurtre de l'enseignante Diane Yango, la tentative de meurtre d'un magistrat par une des parties impliquées dans un litige foncier à Tibati, est-ce que tous ces éléments ne traduisent pas le ras-le-bol des justiciables face au manquement des magistrats? Déjà, Julienne Bett, il faut préciser que si on reste dans la naïveté pure et simple, si on reste dans la complaisance analytique, si on fait preuve de bonne foi, on peut considérer que ce qui a été fait par le ministre de la Justice est louable, cela est salutaire. On peut estimer que le gouvernement est en train de faire son mea culpa, reconnaître ce qui a été toujours dénoncé. On parle là des peines qui sont souvent sévères, des peines qui sont légères, ou alors les procureurs qui refusent de prendre leurs responsabilités. Dans quel sens? Dans le sens où ils décident de ne pas se prononcer de manière explicite. Et c'est ce qui est rappelé dans cette circulaire du Min-Justice. Refuser de se prononcer de manière explicite veut dire quoi? Il y a un problème. Le procureur doit donner ce que lui considère comme peine à infliger à celui qui est coupable. Mais le procureur dit qu'il laisse le juge se prononcer en fonction de la loi. Or, il est important que le procureur nous dise déjà, comme dans le cas de Diane, il était important que le procureur dise par exemple que nous administrons, nous prévoyons, nous estimons que ce monsieur ou le coupable doit prendre 16 ans d'emprisonnement. De sorte que lorsque le juge allait venir nous dire qu'il faut juste payer 52 000 francs, on allait avoir la possibilité de juger les positions des uns et des autres. Et le ministre de la Justice dit que désormais, il faut que les procureurs se prononcent de manière explicite. Je crois que si on reste
dans cette logique, on est tenté d'offrir un bouquet de fleurs au ministre de la Justice, applaudir le président de la République parce que tout vient toujours de lui selon ses créatures. Mais lorsqu'on essaie d'interroger le fonctionnement au quotidien du système de Yaoundé, on peut se dire que, comme l'a précisé tout à l'heure Emmanuel Bignam, ça sera un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire, notre fameux Biakat Bonaladzom Tekbo. On fait toujours comme ça, rien n'arrive. Donc, le chien aboie, la caravane passe. Ce d'autant plus que, comme l'a relevé tout à l'heure l'honorable Samuel Motte, ce n'est pas la première fois que des rappels à l'ordre de ce type sont mis en circulation par les autorités compétentes. S'il y a donc toujours eu des rappels à l'ordre et qu'on se retrouve toujours dans une situation de violation flagrante des droits des justiciables, dans des situations d'arbitraire pur et simple, dans des situations d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité, cela signifie tout simplement qu'on ne peut rien espérer de ce qui est en cours ou de ce qui a été énoncé. Et il faut rappeler que le problème est un peu plus systémique. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des peines qui sont souvent sévères, on va parler des peines qui sont souvent légères, mais on oublie le problème. Le nœud du problème, c'est l'arbitraire qui a été institué au Cameroun. L'arbitraire dans le sens où les dominants ont toujours pensé que les dominés n'avaient pas de droit, que les dominés étaient condamnés à la domination et que les dominés n'avaient pas de droit, en fait. Donc, si on tient le problème par le bout, qui est celui du ministre de la Justice, je crois qu'on est en train de fausser le débat ou on est en train d'emprunter un mauvais itinéraire. Le problème fondamental au Cameroun, et cela avait été posé par le pape Ratzinger, Benoît XVI, lors de son discours de revoir à Yaoundé Simalène, il avait dit au président Paul Biya, vous avez un pays formidable. La seule chose qui vous manque, c'est la justice. Et c'est quoi la justice? La justice, c'est l'équité. La justice, c'est l'égalité. La justice, c'est le respect des procédures. La justice, c'est le respect des droits de l'homme. Mais du moment où on se retrouve dans une situation d'institutionnalisation de l'arbitraire, dans une situation de la glorification, de la persécution, de la répression, alors est-ce qu'on peut vraiment accorder un peu de crédit à ceux-là qui se présentent aujourd'hui comme les nouveaux pèlerins de la bonne justice ou de la justice des droits de l'homme? Je crois que pour moi, on est juste en train de procéder à une tentative de noyautage d'une situation ponctuelle qui est celle de la femme qui a été d'une manière ou d'une autre assassinée par son mari, et une situation qui a provoqué l'émoi général au sein de l'opinion suite à la sanction qui a été retenue contre le coupable. Alors, dans une perspective d'accalmie, dans une logique d'accalmie, on a voulu faire comme si on était avec le peuple camerounais, mais au fond, on sait bel et bien qu'il n'y a aucune dynamique qui est activée pour réduire au mieux ces différentes tares qui sont relevées de manière implicite par le ministre de la Justice. Le Cameroun est en train de connaître un moment très difficile. Et le système, le régime de Yaoundé fait de son mieux, essaye de manœuvrer pour calmer toute velléité de mobilisation populaire. Voilà pourquoi, voilà pour moi le bien fondé de cette sortie du ministre de la Justice.